On va parler des infirmiers avec Philippe Tisserand, qui a été infirmier lui-même très longtemps. Qu'il est toujours. Il est un peu moins, parce que vous êtes aussi président de la Fédération nationale des infirmiers, mais enfin, vous avez été sur le terrain pendant 30 ans, hein, c'est ça? 32. 32. Je ne voulais pas vous vieillir. Hein, en Franche-Comté. Et on va parler du rôle essentiel de l'infirmier, aussi bien dans la prévention thérapeutique que dans le suivi thérapeutique. C'est vrai que l'infirmier, c'est celui à qui qu'on voit tout le temps, qu'on peut appeler 24 heures sur 24 et qui est tout le temps là pour nous. Voilà, vous avez la parole pour 15 minutes, -5 la clochette, -1 la petite musique. D'accord, alors je n'ai pas de présentation PowerPoint, je vais rester les yeux rivés sur les notes que j'ai prises, être le plus concret, le plus rapide et condenser tout ça très rapidement. Je veux préciser que je suis président de la Fédération nationale des infirmiers qui représente des infirmiers libéraux. Et c'est très intéressant, je dirais, dans l'approche et la prise en charge du cancer, parce que le cancer, ça ne se vit pas à l'hôpital, ça se vit essentiellement à domicile, et que faire tomber un peu le cloisonnement entre l'hôpital et la ville qu'on connaît en France est vraiment pour moi un levier d'amélioration essentiel. Le troisième plan cancer, comme le soulignait justement dans son rapport en 2014 le professeur Vernant, doit s'adapter à la prise en charge organisée en parcours de soins, à l'évolution de son déroulement de plus en plus majoritairement à domicile, au domicile des patients, à la généralisation nécessaire des soins de support et à l'implication croissante des malades, des patients, des actions, puisqu'on parle maintenant d'actions plutôt que de patients. Le suivi et l'accompagnement des patients cancéreux à domicile sont du ressort quotidien des 95 000 infirmiers libéraux. Même si en France, elle est peu documentée, l'expertise développée par ces infirmiers libéraux, dans le suivi personnalisé des patients cancéreux est réelle. Comme le souligne d'ailleurs le professeur Agnès Buzyn, présidente de l'INCa, tout comme le médecin traitant et le pharmacien d'officine, l'infirmière de proximité, je dirais l'infirmière de famille, qu'elle pratique seule ou au sein d'une structure de soins de proximité, fait partie des intervenants de proximité majeure pour assurer continuité de prise en charge et une continuité de prise en charge personnalisée entre la ville et l'hôpital, notamment lors des intercures de chimiothérapie ou lors des périodes de suivi de nos patients. En outre, l'infirmière est amenée à jouer un rôle important dans l'éducation, le suivi, la formation du patient, au-delà des soins techniques qu'elle est amenée à dispenser quotidiennement. Alors que le cancer pourrait être un terrain privilégié de la mise en œuvre d'une nouvelle conception du soin, dans lequel le care, c'est-à-dire le prendre soin, prend tout son sens sur le cure, qui est l'acte de soigner. Rien, ou presque rien, aujourd'hui, n'est encore fait pour faciliter cette évolution réclamée par les patients, par leurs proches et par les professionnels de santé que nous sommes. Donc pour trouver des axes d'amélioration, nous avons fait des propositions très concrètes dès 2012 au président de la République et on regrette aujourd'hui d'avoir été finalement très peu entendu dans l'élaboration du plan Cancer 3. Je ne vais pas être très long et je ne peux pas vous détailler très précisément l'ensemble de ces propositions, mais je voudrais faire 3 focus rapides, si j'en ai le temps, sur 3 leviers d'amélioration majeurs sur lesquels nous proposons de travailler collectivement, ville, hôpital, et d'entrer vraiment dans un décloisonnement et dans une notion de suivi personnalisé du patient. C'est d'abord la douleur, ensuite ce sont les soins de support qu'il faut dissocier des soins palliatifs. Donc concernant la douleur, si, comme l'affirme le docteur Patrice Gignès, qui est médecin algologue du Centre antidouleur du CHU de Montpellier, qui est président du Collège national des médecins de la douleur, les infirmières sont les mieux placées pour soulager la douleur, eh bien l'amélioration de cette prise en charge de douleur doit passer par une évaluation de la douleur dans ces 3 dimensions, c'est-à-dire la dimension physique, sociale et psychique. Il faut reconnaître ce besoin d'un patient à exprimer sa souffrance sociale et psychique au-delà de la souffrance physique. Des études montrent que le simple fait de communiquer d'une importance capitale, que le simple fait d'ouvrir ces 3 chapitres physiques, sociaux et moraux améliore de 50% le ressenti de la douleur physique. Cette évaluation relève des compétences du corps infirmier qui doit oser
réclamer plus systématiquement et de façon plus active aux médecins, qu'ils soient médecins traitants en ville ou aux médecins, qu'ils soient le médecin de l'hôpital, une réadaptation du traitement antalgique. Il nous faut utiliser de façon systématique 3 échelles visuelles analogiques, une EVA physique, une EVA sociale qui permet de mesurer le cadran social et une EVA psychique qui permet d'évaluer, de prendre en compte la blessure du moral. Si le patient a pu évoquer ses autres douleurs, le traitement sera notamment mieux accepté et forcément plus efficace. Un autre levier d'amélioration urgent à mettre en place serait le partage de l'information avec le médecin traitant pour une réadaptation rapide du traitement antidouleur, du traitement antalgique. Très nombreuses, en effet, sont les infirmières libérales qui continuent à déplorer que les évaluations de la douleur qu'elles réalisent ne fassent pas l'objet d'une réadaptation systématique et pourtant nécessaire du traitement par le médecin. Un autre levier d'amélioration serait bien sûr de créer un volet infirmier dans le dossier médical du patient, qu'on attend toujours, et qui permettrait de partager ces informations aussi bien avec le médecin de ville que l'hôpital, et enfin de mettre en œuvre des dispositions qui ont été prises depuis 2004, notamment par Bernard Kouchner, pour permettre aux infirmières, pour étendre les compétences des infirmières qui, depuis 2004, peuvent adapter, initier des traitements antalgiques dès lors que le médecin l'a prescrit antérieurement et a donné quelque part un arbre décisionnel, un plan de soins. Et encore une fois, des dispositions législatives sont prises, mais ne se traduisent pas aujourd'hui dans les faits par des mesures très concrètes. Enfin, deuxième point important, c'est l'accompagnement personnalisé aux soins de support. Là, dans une circulaire du ministère de février 2005, le ministère définissait la notion de soins de support comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement oncologique spécifique lorsqu'il y en a. Cette définition a le mérite d'introduire la notion de care, encore une fois, et pas seulement de cure, et de reconnaître qu'il est incohérent, voire impossible, de dissocier les soins de support du traitement de la maladie. Les soins de support, dont la définition est d'origine anglo-saxonne, sont très largement sous-estimés et sous-développés en France. Il est pourtant reconnu qu'ils ont un rôle essentiel dans la qualité de vie des malades. Les soins de support concernent toutes les étapes de la maladie, depuis l'annonce du diagnostic, la phase curative, la phase palliative, qu'elle soit initiale ou malheureusement dans certains cas terminale. Il pourrait en partie corriger 2 défauts majeurs de notre système de soins, le manque de coordination entre la médecine de ville et l'hôpital et la très insuffisante prise en charge du vécu psychologique et social du malade et de son entourage. Les infirmières jouent un rôle important en améliorant les résultats du traitement et la qualité de vie des patients. En effet, dans la conception anglo-saxonne, les soins de support recouvrent l'éducation du patient, la gestion des symptômes provoqués par les traitements, la clarification, l'explication du plan de soins, le soutien psychologique, autant d'activités qui relèvent des compétences infirmières. Enfin, la démarche de soins palliatifs qui devrait permettre de mieux respecter les choix de la personne malade en fin de vie, les choix qu'elle favorise en fonction de son acceptation ou non de la fin de vie. Certaines personnes privilégient le traitement et la survie, d'autres la qualité de vie, et ce choix n'est toujours pas totalement respecté. Si les soins palliatifs concernent la période de fin de vie, il ne saurait y avoir en oncologie, en cancérologie, de coupure brutale entre soins curatifs et soins palliatifs. Et pour ce faire, il faut permettre aux infirmières libérales de participer aux réunions de concertation à l'hôpital, d'être coordinateurs du parcours de soins personnalisés à domicile lorsque le patient choisit de rester à son domicile. Il faut créer aussi 2 enveloppes financières dans la prise en charge du cancer, une enveloppe dédiée à la thérapeutique et une autre pour le suivi et pour l'accompagnement des patients. Et en conclusion, malgré les preuves évidentes que certaines thérapies sont inutiles en fin de vie, le budget consacré à l'accompagnement est très largement insuffisant dans notre pays. À partir de certains stades, certaines thérapies sont subies par les patients qui n'aspirent plus qu'à profiter des derniers instants de leur vie en compagnie des leurs, de leurs enfants, de leur famille, libérés de la souffrance physique
et accompagné dans cette fin de vie. Il doit donc y avoir une fongibilité de ces deux enveloppes et après réunion de concertation interdisciplinaire en fonction du choix du patient et de son acceptation de la fin de vie, l'accompagnement doit prendre le pas sur la thérapeutique pour éviter une forme de violence que j'oserais qualifier de violence institutionnelle. En tout cas, nous, infirmiers, sommes accompagnateurs des patients, témoins aussi, et je voudrais témoigner aussi témoins encore aujourd'hui d'une forme de violence institutionnelle qui est vécue à domicile, essentiellement due à ces cloisonnements dans le parcours hôpital-ville. C'est vraiment de l'humain qu'il faut ajouter dans l'accompagnement, à côté de toutes les évolutions qu'il faut saluer en matière de recherche scientifique, de médecine. Mais le caractère humain doit aussi être reconnu, valorisé, et ça suppose des moyens derrière ça, et qui sont des moyens aussi financiers. Je vous remercie. Merci. Rappelez-nous, combien d'infirmiers libéraux en France ? 95 000 infirmiers libéraux, assez bien répartis sur le territoire. Un petit sondage. Il y a plus de 5 000 ou moins de 5 000 oncologues en France? Qui dit plus de 5 000? Là, vous avez raison, il y en a 600 en fait. Il y en a 600. Voilà, donc 600, c'est peu par rapport à la population. Effectivement, l'infirmier hospitalier et libéral, souvent c'est le premier interlocuteur du malade. Et c'est... Alors, quel type de... En 2 minutes, hein, là, il nous reste 2 minutes. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent quand vous allez chez les gens, quand ils sont... Parce qu'il y a une montée de l'ambulatoire. Oui, bien sûr. L'ambulatoire, ça veut dire que le malade, il revient chez lui et il a son infirmier qui va se le voir. Qu'est-ce qu'on vous pose comme question le plus souvent? La première chose, c'est souvent de tout reprendre et de tout réexpliquer ce qui a été expliqué à l'hôpital par le médecin. Non pas que le médecin ou l'infirmière d'annonce, je veux dire, les hôpitaux ont mis plein de choses en place, hein. Il y a des infirmières qui accompagnent l'annonce du diagnostic, enfin bon, mais malgré ça, dans cette situation de stress, les gens et les personnes et même les usagers, on le vit nous aussi quand on est malade, hein, je veux dire, on absorbe tout et quand on rentre chez nous avec la pile de documents, on a tout oublié. Le stress a pris le pas et tout ça a besoin d'être pris, d'être réexpliqué. Le traitement en ambulatoire, ça va jusqu'où? Alors le traitement ambulatoire, c'est d'abord le traitement technique, c'est-à-dire la continuité de la chimiothérapie. Il faut savoir qu'en France, la chimiothérapie est initiée à l'hôpital, hein, en hôpital de jour. Et les patients rentrent chez eux dans la même journée, le soir même, et la perfusion de chimiothérapie diffuse sur 48 heures, enfin plusieurs jours, et nous assurons ce suivi avec des dispositifs plus ou moins compris, de pliquets, de pompes, de diffuseurs, enfin bon, ça c'est toute la dimension technique de notre métier. Le suivi de la douleur, comme je vous l'ai dit, mais pas suffisamment, on souhaiterait être beaucoup plus proactif dans ce domaine. Donc là, quand il y a une angoisse, c'est vous qu'on appelle? Eh bien, bien sûr, parce que la plupart du temps, on défend cette notion d'infirmière de famille. Alors, c'est vrai sur tout le territoire national. C'est un peu moins vrai à Paris, parce que Paris est une spécificité. Il y a beaucoup plus de services d'hospitalisation à domicile. Voilà, parce que c'est un peu différent. Mais je dirais que France entière, les 95 000 infirmiers libéraux travaillent dans des cabinets de façon regroupée pour assurer du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On parle beaucoup de déserts médicaux. Il n'y a pas de déserts médicaux chez les infirmiers? Non, il y a des zones de surdensité, et puis je vais vous dire, dans des zones très désertifiées en médecins généralistes, comme la Creuse par exemple, on observe que la densité moyenne d'infirmières libérales en Creuse par exemple est supérieure à la moyenne nationale. Donc il y a une espèce de compensation de la démographie infirmière qui vient quelquefois pallier au déficit de médecins généralistes. Mais sur la chimiothérapie, c'est vrai que les médecins généralistes sont souvent un petit peu mis à l'écart, parce que nous recevons les patients à domicile dans la journée même et le soir souvent, où on a initié et poser leur chimiothérapie, et quelquefois le médecin généraliste, lui, n'est informé du retour du patient
que quelques jours après. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Voilà. Et on assure ce rôle de sentinelle. Il faut être effectivement très vigilant pour repérer tous les signes qui sont liés à une intolérance du traitement et prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire rappeler le médecin, rappeler l'hôpital, quelquefois réhospitaliser, mais être toujours dans ce rôle de sentinelle constante, en même temps que nous souhaiterions pouvoir apporter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de façon un petit peu plus techno, une aide plus psychologique, je dirais, plus réelle, plus concrète, plus formalisée, avec des outils qui existent aujourd'hui. On a compris, c'est la fin. On a besoin des infirmiers, les infirmiers sont formidables. On applaudit les infirmiers. Merci. Et les infirmières.